Salut les amis, nous voici pour la dernière nouvelle du recueil. Si ça saigne, j'allais dire faut que ça saigne, non, tout saigne. Non, on n'est pas là pour ça. Ça c'est Doc Gynéco et la clinique, si vous n'avez pas l'arrêt. La dernière nouvelle du recueil Si ça saigne qui s'appelle juste Rat, résumé. Alors, c'est un gars qui est écrivain, qui a écrit pas mal de nouvelles, enfin une douzaine de nouvelles, donc c'est pas tant que ça finalement par rapport à Stephen King dans sa vie, et qui voudrait bien écrire un roman, mais à chaque fois qu'il le fait, il bloque au milieu et il devient à moitié fou. Il a apparemment brûlé une de ses maisons en essayant de brûler son dernier roman qu'il avait arrêté au milieu parce qu'il buguait, il bloquait, enfin il plantait mentalement quoi. Du coup sa femme a très peur qu'il essaye d'en écrire un autre, et la nouvelle Baroblique roman court commence quand il a l'idée d'en écrire un autre. Il veut partir dans le chalet de ses parents pour être 2 ou 3 semaines tranquille pour démarrer son roman, et il dit à sa femme t'inquiète je reviens après, et c'est juste pour démarrer, etc. Elle est pas trop pour, mais elle le laisse y aller. Mais là-bas ensuite il va y avoir une putain de grosse tempête, et donc elle lui dit rentre, tu fais n'importe quoi, etc. Donc il s'engueule un peu, lui il veut rester là-bas parce qu'il sait que s'il rentre ça va lui casser son inspiration, et donc il reste là-bas. Il y a une énorme tempête effectivement, et pendant cette tempête il y a un rat qui va apparaître et qui va lui proposer un pacte en lui disant si tu veux, je te permets de finir ton roman, mais par contre, il y a un mec que tu connais qui doit crever. Le gars lui dit bah moi j'accepterai jamais que si c'est ma femme ou mes enfants, etc. Je te préviens. Et le rat lui fait non t'inquiète, c'est juste je crois qu'il s'appelle Al Stamper, un truc comme ça. Donc un mec qui bosse dans le même collège ou lycée, je sais plus où lui il bosse parce qu'il est prof et qui est un de ses potes quoi. Et donc lui il fait ah ok bah si c'est seulement lui ça va, en plus il avait un cancer du pancréas donc il allait crever de toute façon, donc ok. Je vous dis pas la suite, même si je pense qu'elle est assez prévisible, mais en disant ça je pense que je vous ai quand même déjà raconté les 3/4 de la nouvelle, parce que au début on peut surtout se demander si le gars va devenir fou, parce que quand il est en train d'écrire il a un bug assez original, dirons-nous, c'est qu'il a trop de mots dans la tête et il sait pas quelle expression employer, il a des dizaines d'expressions qui lui viennent et il sait pas laquelle choisir. Alors moi j'ai pensé, mais mec, moi quand j'ai ça, quand j'ai un doute comme ça et que je me dis mais je sais pas quel mot employer entre 2 ou 3 mots, et ben je regarde l'heure et je numérote les mots de 1 à 3 et je choisis en fonction du dernier chiffre de l'heure, et je me dis que quand je me relirai, ben si je vois que ça me va pas, je pourrais toujours changer. Si ça me choque pas, ben je laisse. Donc voilà comment je résous ce bug. Ça aurait quand même été plus simple que de brûler ta maison ou ce genre de truc. C'est terrible des fois les bugs mentaux qu'on peut avoir, Après je lui jette pas la pierre parce que je pense qu'on en a toutes. On est tous un peu névrosés et quand on écrit c'est vite arrivé d'angoisser en se disant qu'on va pas y arriver et compagnie. Mais là c'était quand même un peu grave, et du coup c'est quand même assez intéressant de décrire cette espèce de folie des écrivains, et encore une fois Stephen King il s'y connaît à ce niveau, donc autant qu'il écrive des choses qu'il connaît. Alors, histoire, je vous disais, c'est l'histoire d'un écrivain qui va dans la cambrousse pour écrire, et qui, je vous avais oublié de vous le dire aussi, il attrape un putain de rhume. Au début, je me demandais si c'était une histoire de contagion, etc., parce qu'il parle à un mec qui se mouche, qui est dégueulasse, etc., et en fait, après, lui aussi, il tombe malade, et il arrête pas de se reprocher en se disant, mais pourquoi j'ai serré la main à ce con, pourquoi je me suis pas lavé les mains après. Donc, quand il voit le rat, etc., il a une putain de fièvre, et donc évidemment, après, il va se dire que c'était sûrement une hallucination. Le concept, c'est encore un putain de pacte faustien, ou tout ce que vous voulez, donc c'est rien de très original, juste que c'est un rat et juste que le mec est un écrivain. Ce qui est original et intéressant, c'est vraiment surtout la folie de l'écrivain qui bloque. C'est quelque chose qu'il a déjà exploré aussi dans pas mal de romans, entre Shining, La part des ténèbres et compagnie. Je suis pas capable de vous les citer tous de mémoire comme ça, mais il y a énormément de livres où il parle d'écrivains qui ont des problèmes avec leur écriture. Il y a aussi une nouvelle genre Fenêtre secrète, je crois. Je pense que comme ça. Mais ça marche toujours bien, c'est un sujet qu'il connaît, donc voilà. Déroulement de l'intrigue, c'est une construction de roman en parallèle de la nouvelle qu'on lit. Donc on voit l'avancée du travail du gars, et ça c'est plutôt original et assez sympa. Bon, c'est ce qu'il avait fait aussi dans Misery. Je pense qu'il a dû le faire aussi ailleurs, là comme ça je ne jurerai pas, mais voilà. Quelque chose de sympathique, et du coup on se demande s'il va arriver à finir son histoire, on vit ses bugs avec lui, etc. Donc ça va, la fin j'y reviens. Les personnages, donc c'est ce héros qui est fou, sa femme qui est chiante, mais elle est plutôt banale. Après il y a quelques gens qui croisent dans la campagne, mais bon c'est des personnages insignifiants, donc c'est vraiment le héros, le rat, le fameux Al Stamper qui est un bon pote. Va-t-il crever, va-t-il pas crever, comment le héros va le vivre, etc. Bon voilà, mais sinon c'est tout. Sa femme qui est chiante, elle est juste chiante, il n'y a rien de spécial. Enfin, il y a des moments où il s'aime, mais il y a beaucoup de moments où il a envie de se barrer, il pense du mal d'elle, il se dit qu'il est plus tranquille seul et il culpabilise de penser ça. Bon, c'est pas très cool, mais c'est les raisons pour lesquelles j'ai pas envie d'être en couple. Apparence, j'ai pas le souvenir qu'il y en ait vraiment. Personnalité, juste celle du héros qui est complètement fou, qui est un peu intéressante parce qu'il y a des moments où on se dit non mais mec,
ne fais pas ça. On a l'impression d'être avec une bombe à retardement, et c'est quand même un peu original comme sensation, donc ça va. Évolution, du coup on a un gars qui évolue entre guillemets vers une espèce de folie, et où on comprend que ça lui est déjà arrivé, et que c'est un espèce de processus de boucle un peu autodestructrice, mais on sait pas si c'est de sa faute ou non, et ça a l'air d'être un espèce de bug interne, donc on peut avoir que de l'inquiétude et de la compassion. Et puis aussi pour sa femme qui voit ce truc se produire un peu en boucle chez son mari, qui veut absolument sortir un roman, mais qui devient hystérique à chaque fois. Une évolution, puisque cette fois, grâce au rap, peut-être qu'il va arriver à sortir son roman, qu'est-ce que ça va lui faire de tuer quelqu'un pour arriver à le sortir, etc. Bon. Telle est la question. L'univers et les créatures, c'est notre monde. Est-ce que Laura était réelle? Est-ce que c'était dans sa tête? On sait pas trop, mais voilà, j'y reviendrai en spoil. Logique et cohésion, bon, j'ai pas vraiment de problème, mais c'est pas une histoire, encore une fois, qui cherche à vraiment être logique, c'est quelque chose, c'est la description d'un processus mental, d'une espèce de névrose. Mystère et découverte, la question c'est est-ce que le gars va réussir à écrire son roman? Moi, son roman, il m'intéressait pas plus que ça, parce qu'un truc de western, je m'en fous, mais pour sa santé mentale à lui, j'avais quand même envie qu'il y arrive. Et l'écriture, elle est bonne, celle-là, je trouve qu'elle est vraiment bien écrite. On sent le gars qui monte comme une espèce de bouilloire. Au départ, il est super heureux, super excité. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant aussi, qu'il dit que les meilleurs moments pour un écrivain, c'est pas quand t'es en train d'écrire, c'est quand t'as l'idée de l'histoire que tu vas sortir. Je suis pas forcément d'accord, mais avant, je fonctionnais comme ça aussi, et du coup, j'arrivais jamais à rien finir non plus. De juste avoir une idée, et après se dire comment je vais la mettre en scène. Maintenant que je me dis plus ça, mais que je fais les choses au dé, et que j'essaye juste de faire ce que le dé a décidé, et que du coup j'essaye de trouver comment prendre mon pied avec ce que le dé me dit de faire, un peu en live. Des fois je le fais pendant les jours précédents aussi dans ma tête, mais de toute façon maintenant j'essaye plus d'improviser en live, parce qu'au final justement c'est la création mentale qui est jouissive, ça j'en suis totalement d'accord, et du coup si vous avez déjà tout fait mentalement avant, et que vous êtes juste en train d'essayer de faire ce que vous avez prévu quand vous écrivez, et ben vous êtes juste focalisé sur le côté je vais pas y arriver, je vais pas être à la hauteur de ce que j'ai imaginé, etc. Enfin, vous allez avoir l'esprit qui va bloquer sur ça, parce que forcément vous êtes en train de vous dire mon idée elle était géniale, et maintenant il faut que je lui rende justice, mais on peut pas en fait. C'est juste pas possible. Le fait de vivre les choses mentalement comme un rêve, etc., c'est forcément plus fort que écrire, surtout que quand on écrit, on a l'impression de se traîner. C'est long, c'est chiant, il faut chercher les mots, c'est loin d'être aussi fluide que d'imaginer. Donc on peut juste pas, du coup, il faut le faire en live, parce que si on le fait en live, si quand vous avez une idée, vous cherchez le mot sur le moment, justement, quand vous avez cette espèce de force un peu, j'allais dire un peu hystérique, mais c'est pas vraiment le mot, mais un peu comme une ivresse, quoi. Un truc qui vous anesthésie un peu et qui vous donne l'impression que tout est génial, etc., et qui vous donne une espèce de vitesse, de sentiment de fluidité. Si vous profitez de cette impulsion-là pour chercher les mots et construire des phrases, etc., raccrocher les wagons, faire le côté justement ouvrier, le côté un peu laborieux de l'écriture, quand vous êtes dans cette énergie-là, ça passe beaucoup mieux en fait, que si vous séparez les deux, que vous faites tous les trucs agréables avant, et que quand vous écrivez, vous êtes juste en train de faire le côté chiant. Systématiquement, en tout cas moi c'est ce que ça me fait, je finis par avoir la flemme, parce que j'ai l'impression que ce que j'ai écrit c'est pas à la hauteur de ce que j'ai pensé, que je me dis à quoi bon finir, de toute façon c'est pas si ouf que ça, etc. Enfin à chaque fois je finis par avoir l'impression que ce que je fais c'est nul, et du coup j'arrête. En fait avant j'avais peur de pas savoir où j'allais, parce que j'avais peur de pas arriver à raccrocher les wagons. Mais avec le temps, on finit par comprendre que... Enfin, en tout cas, moi, je suis assez douée pour accrocher les wagons. Et du coup, je pense que j'y arriverai plus ou moins toujours. En tout cas, j'ai jamais vécu de moment où j'y arrivais pas. Mais je dis pas que c'est impossible, mais je pense qu'il faut arrêter d'avoir cette angoisse-là. Et si jamais vraiment c'est pas possible, ce sera peut-être plus rentable de modifier l'histoire dans cet unique cas où ça aura pas été possible, plutôt que de bloquer avant systématiquement à cause de cette angoisse-là, quoi. Après vous allez me dire, longue digression pour parler de l'écriture alors qu'on n'est pas spécialement là pour ça, mais je peux pas m'empêcher d'y penser vu que cette nouvelle est à ce propos et que j'écris aussi. Donc voilà, j'ai envie d'en parler, si ça vous intéresse pas, je suis désolée, mais plus plates des excuses sur lesquelles vous pourrez marcher pour les aplatir encore plus si ça vous fait plaisir. Je comprends que le mec plante, mais je me dis que c'est dommage de faire comme ça. Je pense qu'il faut se garder à soi-même une part de mystère pour qu'écrire reste agréable. Et c'est vrai qu'il décrit aussi la sensation que quand t'entames une histoire, t'as beaucoup de liberté, et plus tu te rapproches de la fin, et plus t'as des contraintes, parce que toutes les choses que t'as déjà écrites, tu dois les respecter. Et ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai beaucoup plus de panique dans les débuts, parce que moi, la liberté, ça a tendance à m'angoisser. Quand j'ai plus d'infos, enfin, le fait d'avoir des contraintes, moi, ça a plutôt tendance à me rassurer qu'à m'inquiéter.
Donc j'ai compris ce qu'il décrivait, mais encore une fois, je me suis dit, moi j'ai pas du tout ce problème. Alors évidemment, quand on a écrit des pavés, comme c'est mon cas actuellement, où je suis dans la partie 5 de ma fic, etc., et que je dois des fois relire plein de trucs pour savoir tout ce que j'ai déjà dit, pour pas être incohérente avec ce que j'ai écrit précédemment, des fois je passe tellement de temps à me relire avant de commencer à écrire que je suis fatiguée alors que j'ai quasiment rien fait. C'est un peu chiant, et au pire, des fois, quand j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, je me dis j'écris d'abord et je modifierai si c'est pas cohérent. Bon, ça évidemment, ça m'angoisse, donc je le fais pas très souvent, il y a seulement si je sens que j'en suis capable, mais en tout cas, le fait d'avoir des contraintes en soi, pour moi, c'est pas un problème. Et le fait que Stephen King décrive ça pour son perso, je pense que c'est probablement aussi quelque chose qu'il doit ressentir lui, parce que c'est assez cohérent avec le fait que souvent, ses fins sont un peu bâclées par rapport à ce qu'il y avait avant, et qu'on a l'impression que ses fins, il est fait parce qu'il faut finir, et pas en prenant son pied comme au début. Et c'est vrai que souvent, c'est ses débuts qui sont vraiment géniaux, et ses fins, elles font un peu raccommodage artificiel. Et du coup, on comprend mieux pourquoi. Donc cette nouvelle, elle est quand même assez intéressante sur tout le plan de la description du processus de l'écriture et tout. Au niveau de l'écriture, je trouve que c'est peut-être la meilleure, enfin la deuxième en tout cas après l'histoire sur Chuck. Poésie et contemplation, non, il y en a pas vraiment, non. C'est pas du tout le propos. On est vraiment dans quelque chose, explorer les névroses d'un mec écrit, donc on n'est pas là pour la poésie. Potentiellement, le fait que j'écrive justement aussi moi de la poésie, des chansons, etc., ça doit sûrement m'aider pour ces problèmes de choix de mots et aussi le fait d'aimer les contraintes. Peut-être que Stephen King devrait essayer d'écrire des poèmes. Après, je pense pas qu'il va pouvoir beaucoup changer d'écriture à l'âge qu'il a, mais peut-être qu'on aurait dû lui faire écrire des poèmes quand il était plus jeune. Suspense et action, il y en a pas non plus. On est vraiment dans un truc psychologique. Dialogue, il y en a quelques-uns, mais pas plus que ça, parce que comme je vous dis, on est dans un gars qui est tout seul et qui part en vrille dans son petit chalet dans la tempête. On est dans des pensées plus que dans des dialogues. Crédibilité, réalisme et originalité côté marquant, du coup dans les dialogues, il y en a pas. Note globale, je suis sur un 6. Alors vous allez me dire, pourtant t'en as dit quand même du bien. Oui, mais la nouvelle en elle-même, elle est pas originale. Comme je vous dis, un pacte comme ça, c'est du déjà vu. La manière dont ça se règle et ce que ça a comme conséquence, je trouve pas ça original. J'aime pas trop l'espèce de morale de cette histoire, si on peut dire qu'il y en a une. Du coup, c'est vraiment tout ce qui a trait à l'écriture qui est intéressant et qui fait que pour moi, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais sinon, le reste, ça casse pas des briques. Alors après, pour moi, c'est quand même potentiellement un peu au-dessus de la première, mais on reste sur un 6. Spoilons, dans le bruit de Galen et la bonne humeur. Les questions qu'on se pose, c'est est-ce que le rat est réel ? Est-ce que le gars va mourir ? Alors oui, le gars va mourir, et avant qu'il meure, le héros va pas arrêter d'avoir des hallucinations auditives qui mettent le mot rat dans plein de contextes. Al, donc son pote l'appelle et lui dit ouais, mon cancer ça va beaucoup mieux, par contre j'ai un problème avec ce putain de rongeur. Et il fait quoi, le putain de rongeur ? Après il fait oui, les rougeurs que j'ai dans le dos et qui me grattent. Il fait ah ok. Ça lui arrive souvent dans pas mal de contextes, il entend le mot rat alors que le mot rat n'a jamais été dit, et il se dit que c'est psychologique, que c'est dans sa tête et que ça va se calmer. Et voilà, il est super content parce qu'il a fini d'écrire son roman va être publié, sa femme l'a aimé et elle lui dit que finalement il a eu raison de partir dans son chalet, etc. Donc ils se réconcilient, leur couple va mieux. Al guérit de son cancer, comme je vous disais, et donc lui il est en mode de toute façon tout ça c'était une hallucination, je le savais, etc. Tout va bien. Sauf que au moment où il vend son livre à des éditeurs et où il est en train de boire le champagne avec sa femme parce qu'ils ont touché une avance de $300,000 ou un truc comme ça, un truc assez ouf, je pensais pas qu'on pouvait vendre $300,000 un roman. Là il reçoit un coup de téléphone qui lui dit ouais c'est horrible, Al et sa femme viennent de mourir dans un accident de voiture, et du coup le gars est scandalisé parce qu'il dit non mais attends, il a jamais été question que sa femme meure, et en plus le pauvre il venait de se sortir de son cancer, c'est horrible, il allait mieux, qu'il allait crever de son cancer ça va, ça le dérangeait pas, mais qu'il guérisse de son cancer et qu'il crève d'un accident de voiture, ça le dérange. Évidemment le rat lui avait pas spécifié qu'il allait crever de son cancer, c'est lui qui avait pensé ça tout seul. Du coup il se dit qu'il veut aller reparler au rat pour gueuler en service après-vente, et il retourne dans son chalet, il gueule pour retrouver le rat. Alors oui, je vous avais dit, il trouve un rat en peluche qui était dans une caisse de jouets, et il se dit qu'il a dû halluciner le rat à partir de cette peluche. Du coup il brûle la peluche et il fout les restes dans un sac en plastique qu'il jette dans la rivière. Ça m'a bien énervé. Donc il se dit non, mais tout ça c'était dans ma tête et qu'est-ce que je suis con, etc. Il va dormir là-bas, et pendant qu'il dort il peut-être rêve ou peut-être revoit le rat qui lui dit alors tu m'as appelé, je suis là. Et le gars lui dit ouais, qu'est-ce que t'as foutu, il a jamais été question que sa femme meure. Et le rat lui dit ouais mais enfin on n'a jamais dit non plus qu'elle mourrait pas, hein. Il fait non mais attends,
t'es un connard, en plus le gars qui guérit son cancer et qui crève après, c'est dégueulasse et tout. Et alors elle lui dit bah non mais je t'avais jamais dit, on n'avait pas parlé non plus de quelle manière elle devait crever, voilà quoi, j'avais été assez claire sur les termes de mon contrat et machin. Et il lui dit ouais je te rappelle que le roman c'est moi qui l'ai fini, c'est pas toi, et tu sais très bien que t'aurais pas pu le finir tout seul et tout. Et donc le gars est énervé, il veut buter le rat se décale et il évite son coup et il lui fait oui, et c'est cette morale qui m'a vraiment saoulée, il lui fait oui tu savais que j'étais un rat quand tu m'as recueilli. Je l'ai pas dit clairement mais le gars a recueilli le rat alors qu'il y avait la tempête dehors. En gros le rat était sur son paillasson. Et sur le moment, le rat avait l'air défoncé, il avait l'air d'avoir pris un peu des coups, etc. On pouvait se demander s'il allait crever. Et lui, sur le moment, il se demande s'il va pas le fracasser avec une pelle. J'étais en mode, mais what the fuck ? Si tu veux pas du rat, tu le laisses dehors. Il s'en sortira pas, c'est son problème. Mais pourquoi tu veux l'achever ? Enfin, il avait l'air de penser que c'était compatissant de sa part de vouloir l'achever en lui foutant un coup de pelle sur la tête. Mais dans quel univers c'est compatissant d'achever un rat qui gratte à la porte Autant moi je suis pour l'euthanasie des humains s'ils demandent à être euthanasiés ou s'ils en ont fait la demande à l'avance pour ceux qui perdent la raison ou quoi. Autant les animaux en général ils veulent vivre. Il y a des animaux des fois qui ont l'air de vouloir mourir, je dis pas le contraire, mais là j'avais vraiment pas cette sensation et pour moi c'était juste j'avais juste l'impression d'assister à de la violence gratuite, donc j'étais un peu en mode mais non, mais pourquoi tu veux fracasser un rat, putain, je sais pas, vous me direz quel est votre sentiment par rapport à ça, mais ça fait plusieurs fois dans des livres de Stephen King, c'était pareil avec le chien au début de d'Umaki. Pour moi le chien il avait pas l'air de vouloir mourir en fait, les chiens je les ai jamais vraiment vus vouloir se laisser mourir. Peut-être qu'il y en a qui voudraient se laisser mourir si leur maître était mort et qu'ils se retrouvaient tout seuls ou des choses comme ça, mais c'est quand même assez rare les chiens qui se laissent mourir, donc je veux pas juger toute une espèce, enfin voilà, faire une généralité et pas prendre en compte les spécificités, etc. Mais en tout cas, dans leurs attitudes, ni le rat ni le chien me donnaient l'impression de vouloir mourir, et du coup pour moi vouloir les tuer, ça me choquait juste parce qu'en plus c'est les tuer alors qu'ils sont vulnérables, etc. Enfin, tu leur donnerais justement un antidouleur pour qu'ils crèvent sans souffrir, moi j'ai aucun problème avec ça, mais vouloir les achever, vraiment ça me dérange quoi. Il recueille le rat à ce moment-là et il le met à côté du poêle, et donc c'est après que le rat lui dit bah en récompense je te propose mon contrat. Et donc après quand le rat s'enfuit, là comme je vous disais, quand il le revoit, il lui dit bah tu savais que j'étais un rat au moment où tu m'as recueilli. Mais c'est quoi cette espèce de ratisme primaire là genre c'est un rat donc c'était forcément un enculé, enfin ou un connard si vous préférez. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, enfin les rats ils peuvent être tout à fait sympas, y a aucune raison de juger. Franchement, ça m'avait déjà saoulé, je vous avais dit dans le fléau, de dire les corbeaux, les loups, les fouines, les belettes plutôt. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Les chats peut-être, je sais plus. Enfin, tout un tas d'animaux. C'est des connards par essence, ils sont du côté de Flag comme ça, c'est décrété de base, Flag peut les contrôler, et alors que les chiens, eux, c'est bon, ils sont du côté de Dieu, etc. Enfin, c'est quoi ce fuck, quoi ? C'est n'importe quoi d'être aussi manichéen sur dire que des espèces entières sont bonnes ou mauvaises, ça me débecte un peu, quoi. Le rat, que ce soit quelqu'un qui veut faire des contrats pour rouler un peu les autres dans la farine, etc. J'ai rien contre le concept, mais c'est pas parce que c'est un rat. Enfin, je suis pas complètement antispéciste, mais quand même, il y a des limites à ce que je peux supporter d'entendre. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé ça con. Et puis, bah, même de toute façon, la réaction du gars, qui dit du coup, bah voilà, qu'il va jamais écrire d'autres romans qu'il sait, et qui s'en veut, et que ça se termine comme ça, où il a envie de casser la gueule au rat. Bah mec, t'as signé, t'as joué, t'as perdu, je sais pas, enfin... Du coup, j'aurais trouvé que cette histoire aurait été vraiment plus intéressante si on s'était rendu compte que c'était dans sa tête, et que du coup le gars s'était dit mais en fait, c'est parce que je me suis convaincue qu'il y avait ce rat, que je pouvais y arriver, etc., que finalement j'y suis arrivée. Tout ça, je trouve que ça aurait pu donner quelque chose de beaucoup plus intéressant. Vous savez peut-être que Heartless est mon film préféré, et ben, ça aurait été un peu comme dans Heartless, justement... c'est le fait de croire que tu fais un pacte avec le diable et compagnie qui peut te libérer et te donner des espèces de pouvoirs sur toi-même, enfin de l'autosuggestion très forte, parce que quand t'as très peur de quelque chose, et ben en compensation, on va dire, ton cerveau il est plus sympa aussi sur les trucs positifs à côté, quoi. Donc en gros, si tu te tortures très fort dans ta tête, tu peux obtenir des compensations, quoi. Alors en général, faut toujours que le négatif soit plus fort, parce qu'il faut que la peur soit justifiée pour que ça continue de fonctionner. C'est ça qui est terrible, mais tu peux potentiellement faire un roman avec ça, je pense. Que le gars aurait pu réussir à se faire écrire un roman en se terrorisant lui-même, en se convainquant qu'il allait tuer un de ses potes en retour, et après...
Ça aurait très bien pu arriver comme une coïncidence où on aurait pu ne pas le savoir et j'aurais trouvé ça plus intéressant si on l'avait pas su. C'est terrible de dire ça parce que je suis pas quelqu'un qui n'aime pas avoir la vérité, qui n'aime pas avoir les réponses. Le truc c'est que là la réponse je la trouve tellement con que je me dis ça aurait peut-être été mieux de rester dans le flou. Et surtout de débattre, parce que vu que ce qu'il a fait le mieux dans cette nouvelle, c'était vraiment de décrire la folie du gars, les pensées du gars, etc., que le gars psychote en se demandant est-ce que j'ai la force mentale en fait d'écrire un roman et que c'est un problème psychologique, un espèce de manque de confiance en moi ou quoi qui fait que je plante systématiquement. Est-ce que je peux trouver des moyens de contourner ça? Est-ce que pour contourner ça, je suis réellement obligée de souhaiter en quelque sorte la mort de gens que je connais? Enfin, toutes ces espèces de cercles bizarres qu'on a dans la tête et ces espèces de duplicité avec nous-mêmes, etc. Je trouve ça extrêmement intéressant et il y aurait eu des trucs cool à écrire là-dessus. Donc ce que c'était en réalité était beaucoup moins intéressant, je trouve, que ce que ça aurait pu être et c'est pour ça qu'on est sur un 6 et pas plus. Et que cette nouvelle, je la trouve assez banale et assez oubliable dans le fond, même si, comme c'est Stephen King qui l'écrit bien et qu'il sait de quoi il parle quand il parle d'écrivain un peu toc-toc, et du coup ça passe quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. C'est la fin de ce recueil. Recueil à qui, du coup, dans la globalité, je mettrais 6. J'aurais peut-être dû vous le dire avant, parce que c'est dommage de le mettre qu'en spoil, mais si on fait une moyenne entre mes 4 notes, ça fait 5,3 si j'ai bien compté. Je pourrais arrondir à 5, mais mon sentiment global en finissant ce recueil, il est plus proche du 6 que du 5. Je suis plus sur du moyen, divertissement, j'ai passé un bon moment, mais ça va pas me marquer. 6 c'est un peu ça, pour moi c'était fun, mais oubliable. Et on est plus là-dessus que sur un 5 où je me dis, je sais pas si j'ai aimé ou non. Non, là je sais clairement que j'ai bien aimé. Il y a que la nouvelle de l'Outsider que j'ai pas aimé, mais je le savais en quelque sorte quand j'ai entamé le recueil, que j'allais pas l'aimer. Du coup, on est sur un 6 global. Est-ce que je le conseille ou pas? Pas plus que ça. Seulement si vous avez rien de mieux à faire, parce que pour moi, dans ces recueils de nouvelles, il y en a des largement meilleurs. Après, il est pas dégueulasse non plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et je vous dis à la prochaine. Salut!